Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Premièrement, avant de commencer, je t'inviterai à déjà t'abonner à la chaîne afin que, à la fin de cette année, qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. Et aussi, je t'inviterai à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochains contenus de la chaîne qui sont très édifiants. Alors aujourd'hui, le but est de vous faire découvrir un live que j'ai réalisé sur la chaîne de Jasper Business où j'ai été soumis à répondre à plusieurs questions. Et l'une des questions fondamentales était celle de savoir combien est-ce qu'il faut pour pouvoir commencer une activité d'import-export, donc de l'Afrique vers le marché européen. Donc durant ce live, j'ai eu à expliquer plus ou moins combien il faudrait, que ce soit pour une opération par avion ou par bateau. Aussi, j'ai eu à expliquer différents éléments qui sont importants à comprendre dans le cadre de l'import-export et j'espère que la vidéo pour vous sera intéressante. Alors, je vous prie de l'écouter afin de pouvoir à la fin avoir des réponses assez claires par rapport à vos préoccupations et donc de pouvoir aussi commenter afin que je puisse savoir quels sont les éléments ou les sujets que vous aimez que je traite le plus. Donc, premièrement, abonnez-vous à la chaîne et suivez jusqu'à la fin de ce live afin de pouvoir avoir des réponses concrètes à toutes vos questions. Qui est Joël? Donc, présente-toi s'il te plaît au public. Bonjour ou bonsoir à tous. Moi, c'est Joël Kamte. Je suis Camerounais résident en Italie depuis pratiquement 7 ans. Donc, actuellement, je fais dans le domaine de l'import-export des fruits exotiques, particulièrement la mangue. Mais aussi à côté, des fois, je fais de l'avocat du Kenya et aussi des fois ananas de Côte d'Ivoire. Donc, en ce qui concerne la mangue, souvent, on travaille en fait plus en Afrique, soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Et donc, les marchés sont divers. Ça peut être la Hollande, la France, l'Allemagne. Et pour moi, particulièrement, c'est beaucoup plus l'Italie. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à vos questions le plus précisément possible. Et ça dépend en fait aussi de l'interaction qu'on aura tous ensemble. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin du live et à poser vos questions quand vous aurez des soucis. Ok, merci Joël. À t'entendre, il semblerait que tu vis en Italie. Ouais, je suis en Italie. J'ai commencé en fait ici déjà par un parcours étudiant. Donc, j'ai étudié 3 ans à Bologne dans le domaine de l'agriculture, donc sciences et technologies à l'époque. Par la suite, après ma licence, j'ai travaillé pendant 4 ans et après cela, je me suis licencié pour commencer le business in full time et aussi en parallèle continuer avec le master. Pour cette année, je suis en train de passer au master en transition écologique à Brescia. Entrepreneur et en même temps, tu maintiens tes études. Beaucoup de courage, Joël. Merci. Donc, tu vas nous dire comment est-ce que tu fais pour garder la balance, l'équilibre entre tout ça. Parce que il y a d'autres expériences ailleurs qui montrent que c'est carrément impossible de maintenir les deux. Surtout quand on veut déjà aller loin, quand on ne fait plus l'entrepreneuriat juste de subsistance, mais on veut déjà faire du chiffre, du vrai chiffre, ça consomme assez de temps. Donc, tu nous diras quel est ton secret, comment est-ce que tu fais pour joindre les deux. Mais avant de revenir à ça, il faut que les gens te connaissent mieux dans ton activité. Donc, tu as dit tu fais dans l'import de fruits. On aimerait plus en savoir comment est-ce que ça se passe, quel est ton business model, est-ce que ça marche même ton truc là? En fait, tu peux, tu peux dérouler. Ouais, par rapport à ça, je pourrais le dérouler déjà en faisant une présentation en fait, de ce qui sera nécessaire à comprendre afin de pouvoir se lancer demain dans l'activité. Déjà, il faut noter que ça fait potentiellement 3 ans que je le fais et c'est pas facile. Ça, d'abord, il faut savoir. Première année, j'ai fait 0 vente, 0 franc de chiffre d'affaires, rien du tout. Parce que de base, en fait, il faut travailler sur plusieurs paramètres qui sont importants, tels connaître les bons fournisseurs,
connaître en fait la bonne logistique et aussi savoir identifier les clients qui vont te permettre de pouvoir avancer rapidement. Donc, des fois, des gens pensent que c'est un domaine dans lequel tu vas venir et fonctionner en dropshipping, du genre, tu reçois de l'argent du fournisseur, tu achètes et tu fais recevoir le produit. Au début, c'est pas comme ça. Donc, il faut attendre en fait quelques années avant de pouvoir avoir une confiance du client et avoir son argent. Donc, si tu me permets, je peux présenter plus ou moins présenter en fait le file qui permettrait de comprendre complètement ce qu'il faut faire. Oui, vas-y, tu as la parole et tu peux dérouler ta présentation. Ok, merci. Et je le fais tout de suite. Bon, j'ai pris la peine de pouvoir réaliser en fait une présentation sur Canva. Donc, je vais directement en fait le faire voir sur l'application Canva elle-même, afin que s'il y a des trucs à modifier, je puisse aussi le faire directement. Donc, moi, je fais dans l'import-export et fruits, on fait l'avocat qui vient du Kenya, souvent aussi de l'Afrique du Sud et quelques rares fois de la Tanzanie. On fait l'ananas qui vient de la Côte d'Ivoire particulièrement et des fois du Togo et aussi du Bénin. Donc, ça dépend de la variété que le client demande. Et le produit, en fait, phare qu'on fait majoritairement, c'est la mangue. Donc, les 4 pays, en fait, en Afrique de l'Ouest qui le produisent majoritairement, c'est la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Donc, cela est fait, en fait, en fonction des différentes saisons. Et il serait important de comprendre cela. Mais avant ça, je peux, en fait, plus ou moins présenter un peu mon entreprise. Quand j'ai commencé, en fait, à faire l'activité en 2023, en janvier, où j'ai ouvert officiellement l'entreprise, en fait, ici en Italie. Donc déjà, il faudrait savoir que pour se lancer dans ce domaine, vous êtes obligé de devoir avoir une structure. Ce n'est pas un truc qu'on peut le faire de façon informelle. Parce que les clients, en fait, ont besoin de vérifier qui vous êtes. Est-ce que légalement, vous êtes bien constitué? Et comme j'ai eu à le dire, en fait, on fait principalement, en fait, pour le moment, de l'Afrique vers l'Europe. Peut-être que plus tard, on va essayer de faire aussi l'Amérique. Donc, on travaille en fait la mangue sur une période de 5 à 6 mois. Donc, nous commençons en fait en avril avec la Côte d'Ivoire. Après, de façon intermédiaire, il y a le Burkina Faso et le Mali. Et on clôture en fait en août, en ce moment, sur le Sénégal. Donc, il y a cela 2 à 3 semaines, j'étais au Sénégal pour devoir faire mes opérations. Donc, pour ceux qui me suivent aussi, il faudrait savoir que c'est important de devoir aller sur le terrain. La confiance, en fait, aveugle vis-à-vis des fournisseurs, c'est pas de commander au début. Sinon, vous pouvez avoir de très belles surprises. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer? Il y a beaucoup de choses en fait à comprendre. Déjà, il faut comprendre ce qu'on appelle un Incoterm, qui plus ou moins représente les termes du commerce international. Parce qu'il y a un langage en fait qu'il faut comprendre pour pouvoir causer facilement avec les clients. Savoir identifier les fournisseurs qui sont certifiés. Parce que tout produit, en fait, toute mangue n'est pas admise sur le territoire européen ou même américain. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ton client a besoin comme certification. Où est-ce qu'il faut aller en fait identifier ces fournisseurs qui sont certifiés. Cela est fondamental. Il faut comprendre la logistique. Si le client en fait est adapté aux produits par avion ou par bateau. Donc, comprendre aussi donc, comment le produit doit être conditionné par rapport en fait à la logistique, bateau ou avion. Ça, un peu en avant, on le verra bien. Il faut connaître aussi quels sont les documents qu'on va envoyer à la fin à des clients afin de pouvoir conclure la vente. Parce qu'il y a une série de documents qu'il faut que le client ait pour pouvoir entrer en possession des fruits. À défaut, tu auras fait tout cela, mais à la fin, il pourra te dédouaner. Et je pense que beaucoup de personnes aimeraient savoir combien est-ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans l'activité, donc le plan du financement. Et ceci, on en parlera clairement à la fin. Donc, vous pourriez en fait savoir combien il faut pour lancer une opération, soit par voie maritime, soit par voie aérienne. Si on prend le point des Incoterms, comme j'ai le dit au début, les Incoterms représentent ce qu'on appelle termes du commerce international. Donc, quand vous causez avec un client, il vous dira, je veux la mangue
avec le terme, par exemple, S-Work, ESW, avec le terme FOB, CFR, CIF, DDP. Les termes, en fait, il y en a 11. Mais dans ce domaine de l'import-export des produits que nous faisons, on utilise 4 à 5. Et souvent, le but est de pouvoir utiliser ceux du début, parce que vers la fin, du moins, plus on progresse en Incoterm, plus en fait le financement est important. Donc, vous aurez en fait beaucoup à dépenser. Incoterm, en fait, va représenter une sorte de contrat avec le client, afin que toi, tu saches concrètement quelles sont tes charges et quand est-ce que tu te limites. Donc, si vous voyez, on peut considérer qu'ici, nous sommes en fait à l'usine du fournisseur. Ici, le produit est chargé sur le bateau. Ici, le produit est à l'usine du client. Donc, c'est pourrait bien que toi, tu investisses ton argent uniquement à l'usine du fournisseur, ou que tu doives encore acheminer le produit sur le port, ou que tu doives encore acheminer chez l'acheteur avant d'être payé. Il faut comprendre concrètement qu'est-ce qui signifie ces différents termes. Ici, on ne pourrait pas expliquer cela parce que vraiment, c'est très technique. Donc, ça sera un peu plus en avant pour ceux qui seront vraiment intéressés par ça. Comment est-ce qu'on fait pour identifier les fournisseurs? Ça, c'est en fait le nerf de la guerre. Celui qui a un mauvais fournisseur, forcément, aura un mauvais résultat. C'est plus important d'avoir un bon fournisseur qu'un client. Et c'est plus difficile d'avoir un bon fournisseur qu'avoir un client. Donc, ici, j'ai pu représenter plus ou moins 3 façons de pouvoir obtenir un fournisseur. Déjà, l'une des solutions est aller sur place. En Côte d'Ivoire, dans tous ces pays en fait, où on fait la mangue, il y a plusieurs usines. Donc, vous pouvez déjà en fait, identifier les zones de production, vous prendre un peu dessus dans cette zone et rencontrer chaque fournisseur pour voir son usine, voir comment il travaille, pour voir comment il est structuré, afin de voir si ensemble vous pouvez commencer ou pas. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Donc, quelqu'un qui est ici en France, en Allemagne, qui n'est jamais allé en Côte d'Ivoire, comme ça, aller directement pour le rencontrer, c'est compliqué. Donc, pour cela aussi, il y a des plateformes qui permettent de pouvoir déjà recenser qui sont les fournisseurs qui sont certifiés dans chaque pays par rapport à chaque produit que vous voulez en fait faire venir sur le marché européen. Donc, quand ce site aussi, je les montre un peu plus à ceux qui, comment dire, à ceux qui vraiment ont un intérêt particulier à comprendre ceci. Donc, dessus, vous partez, vous écrivez le nom du prix que vous voulez, soit la mangue, l'avocat, ananas, avec le pays, et vous allez avoir une liste de fournisseurs. Et dessus, vous pourriez voir en fait la date de départ du certificat qu'ils ont et la date de fin. Après, on est sûr que cette année, s'ils travaillent avec tel fournisseur, il est en fait en bon terme. Et vous pouvez aussi travailler dans sur recommandation. Donc, moi, je pourrais vous dire, moi, je travaille habituellement avec tel fournisseur. Tu peux aller travailler avec lui. Et ceci est ce que je fais majoritairement. Parce que ici, là, plus en avant, je crois que j'ai mis mon fournisseur en avant. Donc, c'est lui, en fait, qui est mon fournisseur principal, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui veulent travailler avec lui, moi, je peux recommander que telle personne, telle entreprise, en fait, est fiable. Tu peux partir avec mon nom si tu veux. Maintenant, la logistique. Il faut savoir que principalement, les mangues sont faites soit par voie maritime, soit par voie aérienne. Donc, par voie maritime, par exemple, voici comment un conteneur est plus ou moins présenté. Donc, il faudrait comprendre déjà combien de mangues entre un conteneur, combien de palettes il faut. Ça, c'est une palette. Quelles sont les caractéristiques qu'il faut en fait que le fournisseur puisse remplir afin de pouvoir bien structurer un conteneur de mangue fondamental. Donc, par rapport en fait, au mangue bateau, voici un peu comment ceci est présenté. Donc, il faudrait comprendre la notion de calibre, la notion de palette et aussi la notion de froid. Parce que les fruits de base doivent être refroidis quand en fait elles sont récoltées et après devoir être chargées dans un conteneur qui est frigorifique afin de conserver la même température. Sinon, vos fruits vont arriver dégradés. Donc ça comprend également. Pour la mangue à lion, c'est vraiment différent. L'emballage est différent, la coloration est différente, la façon dont le produit est structuré est différente. Aussi, une palette de mangue à lion est différente de celle par bateau. Vous voyez, le bateau ici, c'est tellement haut.
tellement grand. L'avion, c'est différent. Donc ça aussi, il faudrait comprendre comment c'est structuré afin de pouvoir être rassuré que vous savez ce que vous faites avec le client. Il ne faudrait pas qu'un client vous dise qu'il veut les mangues avion et vous lui ramenez des mangues bateau. Les documents qu'il faut en fait connaître pour pouvoir conclure une vente, il y en a plusieurs. Donc j'ai eu à référencer juste certains. Qui déjà en fait la première est la facture commerciale. Le packing list. Pour que le client sache exactement ce qu'il reçoit. Il faut que dans un conteneur, il soit sûr que j'aurai peut-être 5 palettes de calibre 5, 6 palettes de calibre 8, 7 palettes de calibre 11 ou 12. Donc ça, je le dis au hasard comme ça. Mais du moins, ce packing list permet au client de savoir exactement ce qu'il va recevoir. Parce que très souvent, les clients en fait, vendent avant même de recevoir les produits. Donc, le produit, en arrivant, il a déjà en fait eu à repartir tout cela afin que ça aille directement chez ses clients lui également. Donc, ça, c'est fondamental. Chaque produit doit avoir un certificat d'origine. Sans ça, le produit ne peut pas en fait être dégonné. Un contrôle phytosanitaire, c'est fondamental parce qu'il faut aussi connaître quels sont les problèmes que les mangues rencontrent. Les mangues, en fait, ont des maladies, les mangues ont des infections dues aux insectes. Il faudrait que ton fournisseur soit capable de pouvoir identifier tout cela et de garantir que les mangues qu'il t'envoie sont saines. Si tu envoies des mangues en fait, qui sont, par exemple, piquées par la mouche blanche, ton conteneur va arriver au port européen et il va être détruit intégralement. Tu vas perdre tout ton argent. Donc ça, c'est fondamental de connaître ceci. Il faudra avoir le bill of lading, qui est un peu comme le visa du fruit. Sans ça, on ne peut pas le donner. Également, le release. Donc ici, les photos correspondent en fait à l'exposition aux différentes fois que j'ai eu à assister. Celle-ci était en Italie, où j'ai eu en fait à devoir présenter les mangues aux exposants. Donc ici, on a des mangues bateaux, et là, dans le carton, on a des mangues avions. Donc ces événements également sont importants pour pouvoir déjà rencontrer les clients, pouvoir faire voir concrètement ce que vous offrez, afin que s'ils s'engagent à travailler avec vous, qu'ils soient sûrs que, plus ou moins, entre parenthèses, vous pouvez faire un bon travail. C'est la parenthèse. Donc, en termes de financement... Déjà, excuse-moi de t'interrompre, mais si tu arrives à ce niveau de la vidéo, je suppose que vraiment, pour toi, elle est intéressante. Alors, c'est juste pour te rappeler une seule chose. Abonne-toi à la chaîne, aide-moi à atteindre le quota de 1000 abonnés cette année. Et ensuite, bon visionnage. C'est pas en fait un truc qu'on doit commencer avec 1000 euros. Pour faire en fait la mangue bateau, donc faire un conteneur, en fonction de l'Incoterm dont on a parlé au début, les fonds vont varier. Mais la moyenne, c'est 10 000 à 15 000 euros pour commencer juste un conteneur. Et en fonction de l'Incoterm, tu sauras si le client paie le transport, si le client paie la douane, si le client peut acheminer le produit dans son usine, ou alors toi, tu vas le faire tout seul. Ça, c'est pour la mangue bateau. Maintenant, pour la mangue avion, disons que le financement est un peu plus raisonnable. Ça va en fait entre 3 et 5 000 euros. Donc, ceci en fait varie en fonction donc, du nombre de palettes que le client veut. S'il veut 500 cartons, le prix va changer par rapport à s'il veut 1000 cartons. Et bon, c'est ce que j'ai eu à pouvoir faire aujourd'hui pour vous présenter cela. Donc, ceux qui veulent aussi plus d'informations peuvent me suivre sur ma chaîne YouTube. Aussi sur LinkedIn, je publie constamment. Donc, soit sur mon nom personnel, KMT, soit sur mon nom d'entreprise, Cap Company. Ici, mon WhatsApp et mon mail. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ceux également qui veulent pouvoir scanner mon WhatsApp, mon site web ou mon LinkedIn, il y a le code de la disposition. Donc, Christian, c'est un peu ce que j'avais à présenter. Ça mérite des applaudissements très professionnels, Joël. Merci beaucoup. Merci. Tu viens de présenter quelque chose qui vaut toute une fortune parce que, tu vois, ça ne court pas les rues, ce genre d'informations. Les gens cherchent même à savoir comment est-ce que ça se passe, ce truc-là.
Et toi, tu nous exposes sans restriction. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très ravi d'avoir quelqu'un aussi pointu comme toi. Et voilà, et je suppose que la communauté, les gens qui sont dans le live, s'il vous plaît, réagissez. Est-ce que ça vous plaît vraiment une telle présentation? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a été assez professionnel? Il nous a plongé au cœur de son activité et surtout sans restriction. En attendant donc vos réponses, mieux vos réactions, je reviens vers toi, Joël. Tu as dit rencontrer les fournisseurs était la chose la plus difficile. En fait, c'était plus difficile d'entrer en contact avec les fournisseurs que d'avoir les clients. En fait, avoir le bon fournisseur est plus difficile qu'avoir un client. OK. Est-ce qu'on peut donc comprendre qu'est-ce que tu entends par bon fournisseur? Qu'est-ce qui caractérise le bon fournisseur? Bon, déjà, un bon fournisseur est vraiment honnête. Donc, une personne à qui tu peux envoyer ton argent depuis l'Italie sans te rendre en Côte d'Ivoire et avoir un bon travail. Ou au moins, même s'il n'y a pas un bon travail, peut-être qu'il peut te rembourser si le travail est mal fait. Un bon fournisseur, c'est celui qui te montre concrètement les photos de ce qu'il t'envoie pour ne pas être surpris de recevoir quelque chose de différent à l'arrivée. Donc, un bon fournisseur, c'est celui qui est capable aussi d'assumer vraiment un mauvais travail. Genre, il te fait un travail de manque et ça arrive sur le marché étant, par exemple, gâté. Et il assume en fait de devoir dédommager cela. Même si ce n'est pas sur le coup, mais parfois, en fait, on travaille de façon à ce qu'on puisse gérer les pertes sur 2-3 ans. Donc, je peux envoyer de l'argent, le produit est mal fait l'année-ci, mais l'année prochaine, il te garantit peut-être un conteneur à un prix raisonnable pour te permettre de pouvoir aussi à moitié tes pertes. Et cela vraiment sont compliqués. Donc, il y en aura plusieurs qui vous diront, je peux faire comme ceci, comme cela, mais une fois qu'ils ont beaucoup d'argent, tout change, en fait, le discours change. Et parfois, c'est comme ça. Il y a aussi des fournisseurs qui n'ont pas d'usine, ils n'ont en fait rien, donc ils sont des démarcheurs pour aller sous-traiter le travail, mais ils n'ont pas de certification, ils n'ont rien de rien, vous envoyez votre argent et après le travail est mal fait, ou alors ils disparaissent. Donc, ça veut dire que c'est plus dur de trouver en fait, le bon fournisseur qu'avoir le client. Les clients, en fait, moi j'y vais sur les marchés tous les samedis pour en fait être près d'eux, présenter les produits, voir les produits concurrents qui viennent par exemple du Brésil. Donc, Oui. eux, ils sont fixes. Par contre, les fournisseurs, la première année, c'est pas sûr que tu vas en fait envoyer ton argent et aller même là-bas et le voir. Donc, c'est compliqué. Hein. Le fournisseur est plus difficile que le client. Assez surprenant, mais ce sont les réalités du terrain. D'où tu as encore conseillé de faire le terrain. Bon, toujours dans la même optique, le fournisseur étant assez difficile à trouver, comment est-ce que tu peux donc sécuriser ton investissement auprès d'un fournisseur lambda? Tu as essayé de balancer déjà un certain nombre de données comme peut-être s'il y a perte, il va compenser ça l'année d'après et autres, mais de façon concrète, ça se passe comment? Vous signez un contrat, vous faites comment? Bien, c'est plus la confiance. Qu'est-ce qui pèse le plus? Un contrat et la confiance? Bon, moi, personnellement, c'est plus la confiance. Comme je l'ai dit au départ, ma première année, je n'ai pas travaillé, mais je suis allé sur le terrain. J'ai pu en fait, parce qu'en partant sur le terrain, j'avais plus ou moins déjà une seule fournisseur rencontré, mais aussi sur le terrain, il y a la réputation que chaque fournisseur a. Donc, quand tu vas arriver dans la zone de production, on va te dire, va voir tel fournisseur ou tel fournisseur parce que lui travaille bien. Donc, cela aussi est fondamental. Maintenant, parfois aussi le sang colle facilement avec certains et pas avec d'autres. Donc, il y a ceux avec qui moi je m'entends très bien, que toi tu vas y aller et il n'y aura pas en fait des interactions pareilles que la mienne. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est beaucoup la confiance. Parce qu'avec mes fournisseurs, je ne cause pas avec eux seulement durant la campagne, mais je cause avec eux toute l'année pour comprendre en fait entièrement comment fonctionne le circuit. Quand ils sont dans les champs pour devoir traiter les manques, ils me font savoir. Quand c'est la période pour acheter les cartons,
pour stocker, ça, ils font savoir. Donc, Oui. je suis en fait quand même au courant de toute la campagne durant toute l'année. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. OK. Et comment est-ce que, bon, tu as donc trouvé ton fournisseur de confiance et il arrive qu'un conteneur ou bien une expédition échoue. Comment sont reparties concrètement les pertes? Il prend sur lui toute la responsabilité ou bien vous partagez? Bon, moi, mes plus grosses pertes, déjà, en fait, n'ont pas été faites avec mon fournisseur de confiance, mais avec un second fournisseur. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des périodes auxquelles tu n'as pas la capacité de pouvoir avoir assez de produits. Et vu que j'avais un marché assez important, je voulais, sur le coup, essayer d'avoir plus de possibilités d'offrir sur le marché. Donc, j'ai dû aller dans une autre ville, du moins dans un autre village, rencontrer un fournisseur pour la première fois et travailler aussi avec lui. Et donc, en travaillant avec lui pour la première fois, vraiment, ça s'est très mal passé parce que déjà, il n'était pas trop. Et sur le coup, j'ai dû en fait mettre tous les fonds à disposition pour toujours à la fin avoir un mauvais travail. Donc, avec lui, personnellement, en fait, on n'a pas pu. En fait, j'ai pas pu en fait, reprendre mon argent. J'ai perdu là-bas. Mais avec mes fournisseurs de confiance, par exemple, si on a un souci dans la mesure où on envoie un conteneur, il y a du retard de 2 semaines avec le navire, le produit Oui, va arriver endommagé, tu vois. Donc, il oui, va arriver peut-être déjà à la limite. Si le client a réussi à le vendre rapidement, on ne va pas perdre. Mais si le client, en fait, parce que le produit peut arriver déjà prêt à la consommation. Alors que de base, il faut que le produit arrive avec au moins une possibilité de pouvoir rester encore 2 semaines pour qu'il puisse l'écouler doucement. Donc, dans ce cas, déjà, en fait, le client me fait comprendre combien lui paie. Et moi, je oui. partage cela avec le fournisseur. Donc, vu que moi, je mets des marges sur les produits que je vends, je peux accepter de perdre, supposons, la moitié de mes gains. Et le fournisseur aussi, en fait, assume une partie. Là, au moins, on est équilibré, où je peux accepter de perdre tous mes gains totalement. Mais si, au moins, si je parviens à maintenir mon fonds de commerce, cela quand même est important. Parce que le client, il faut le garder. C'est ça aussi qui est vraiment important. Il faut garder le client pour que demain, on puisse travailler encore. Si tu fais du one-shot, en fait, tu vas souffrir. C'est un domaine vraiment comment dire, c'est pas facile d'avoir un seul client, mais quand tu as un seul client, tu peux travailler pendant longtemps sur plusieurs produits. Parce que Oui. les clients, en fait, il y en a assez, mais avoir la confiance du client, ça demande de vraiment démontrer que tu peux bien travailler. Donc, c'est un peu comme ça. Et n'as-tu pas peur d'être limité peut-être à un seul client? Tu n'as pas l'intention de diversifier? Bon, pour le moment, je n'ai plus un seul client, mais au début, je voulais à tout prix d'abord avoir au moins 5 clients. Donc, d'abord, je commence par avoir un. Aussi, les fonds sont importants parce qu'un seul client peut te dire, je veux 5 conteneurs par semaine. Est-ce que tu auras les fonds pour pouvoir supporter 5 par semaine? La campagne en Côte d'Ivoire dure 2 mois. Peux-tu supporter 5 conteneurs par semaine pendant 2 mois? Ce qui fait que même un seul client n'est pas facile à supporter. Donc, il faut être conscient que ton client, en travaillant avec toi, travaille aussi avec d'autres. Parce que vraiment, ce sont des fonds qui sont colossaux. Et le produit, par exemple, peut mettre un temps de 2 à 3 semaines avant d'arriver. Donc, il faut que chaque semaine, tu puisses envoyer afin De de l'argent. pouvoir maîtriser le marché. Donc, un client, déjà, c'est bien. C'est même très bien déjà. Mais celui qui a assez de moyens, ouais, il peut essayer d'en avoir 2 ou 3. Waouh. Dans tous les cas, les gens t'apprécient. Je vois beaucoup de commentaires dans le chat. On dit merci beaucoup. C'est de la part de Asfood. Et j'aimerais vraiment que Asfood vienne ici peut-être avec sa caméra. Il entre dans le live. En passant, je partage le lien du live dans le chat. Et pour tous ceux qui aimeraient poser les questions en direct à notre invité, ils pourront euh, nous rejoindre. Vous pouvez constater le lien est partagé. Vous pouvez nous rejoindre depuis ce lien. Mais en attendant, je lis quelques commentaires. Merci beaucoup d'avoir fourni des informations que d'autres donnent seulement dans les formations payantes. Donc, tu comprends, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci vraiment.
Et puis, on te demande si ton activité est actuellement rentable. Donc, ça, c'est une réponse, une question à laquelle tu peux rapidement répondre. Ouais, actuellement, c'est rentable. Première année, je n'ai pas travaillé. Deuxième année, j'ai travaillé partiellement, j'ai perdu de l'argent. Et troisième année, ça commençait un peu à vraiment être rentable parce que celui qui fait le conteneur réussit à rentabiliser très rapidement. Par contre, l'avion, c'est en fait maximum 1 mois ou 2 mois sur 6 mois de manque. Pourtant, celui qui fait le conteneur commence directement quand la campagne est ouverte. Donc là, c'est plus rentable. D'accord. On te demande après, peux-tu préciser comment tu trouves tes clients en Italie? Tu fais uniquement des foires professionnelles ou tu appelles les supermarchés? Je pourrais dire que j'ai essayé tout ça au début. Au début, en fait, quand je voulais encore voir les clients, je marchais en fait dans les supermarchés pour proposer les produits directement. Mais il faut comprendre que c'est compliqué ou presque impossible de travailler directement avec le supermarché. Donc, parfois, certains te refèrent à leurs fournisseurs, eux. Et donc, ce que j'ai eu à devoir faire, c'est devoir marcher dans toute l'Italie, en France, en Hollande, en Espagne, pour en fait aller dans les marchés orthofruits. Bon, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais du moins, chaque ville a un marché en fait de fruits. Donc, vous partez là-bas, vous pouvez rencontrer en fait les clients, les gros, bon, en fait, les détaillants dans les stands. Ceux qui peuvent peut-être prendre une palette de mangue bateau ou deux. En causant avec ces personnes, ils pourront aussi connaître qui sont leurs clients, qui sont en fait leurs fournisseurs, qui prennent en fait, qui font arriver en gros. Donc, quand vous pouvez avoir leur nom, leur numéro, là, maintenant, vous trouvez un moyen de le rencontrer. Donc, moi, mes clients, en fait, souvent, quand je connais où ils sont, je prends un rendez-vous par appel ou par email, je me dis quand il est disponible, que ce soit en Hollande, en France, où c'est, j'y vais. Wow. C'est toute une expérience et tu as roulé ta bourse en faisant tout ça, faisant tous ces tours. Ce sont du Vu temps. que tu as aussi emmagasiné beaucoup d'expérience entre-temps, aller en rencontrer et les supermarchés et passant par les foires. Mais j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que les supermarchés ne te reçoivent pas facilement. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce qu'ils te renvoient? Bon, le supermarché, en fait, travaille avec un produit, je pourrais dire journalier. Donc, eux, ils doivent recevoir les produits qu'ils vont vendre aujourd'hui. Donc, ils préfèrent en fait me référer à leurs fournisseurs parce que leurs fournisseurs reçoivent plusieurs conteneurs de différents produits, de différents produits. Donc, si le supermarché a besoin, par exemple, de 100 caisses de mangue, 100 caisses d'avocats, 100 caisses d'autres fruits, mon client peut en fait fournir tout cela directement au supermarché. Par contre, moi, je viendrai avec 22 tonnes de Uniquement mangue. les mangues. Tu vois, 22 tonnes de mangue pour un supermarché, c'est en fait difficile à devoir gérer. Donc, il ne faut pas payer plus cher à mon client parce que mon client, en fait, lui, il supervise peut-être 10 supermarchés. Donc, quand lui prend un conteneur, il peut le vendre en une semaine, en 3 jours. Ça varie, en fait, ça varie en fonction de la période. Très belle explication. En fait, Ouais. tu es assis dans ton domaine et voici un autre professionnel du milieu, Victor Nono, à qui nous disons bonsoir. Il était l'un des premiers à passer ici en live. OK. Il a, euh, n'importe qui est dans ce live peut rentrer sur la chaîne Diaspo Business et regarder le live avec Victor Nono. Il a des conteneurs exactement qui font euh, une autre partie de ton travail, c'est-à-dire ces conteneurs permettent de récupérer les fruits invendus, bien les fruits qui ne sortent pas souvent du champ pour les transformer. Il pourra peut-être encore mieux introduire son business et te poser des questions. Bonne arrivée, Victor. Bonsoir, Victor. Bon, bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez là? Oui, Ouais. on t'entend. Ouais. Oui, j'ai quelques soucis techniques là. Merci encore, Joël, pour cette ouverture et ce partage. J'apprécie vraiment. Comme tout à l'heure, Christian l'a dit, je me permets de te tutoyer.
tu partages comme ça ton expérience ouvertement. J'avais une autre question. Bon, j'ai posé beaucoup de questions. Hein. J'espère que les autres vont en poser aussi beaucoup. Il y a le problème des mouches, là, des mouches qui, j'en ai un peu parlé, qui piquent les mangues. Et qui a fait qu'en Côte d'Ivoire, cette année, par exemple, ils ont réduit la saison. Comment est-ce que toi ou ton fournisseur fait pour s'assurer que les cargaisons qui sont expliquées ne sont pas affectées? Ok. Par rapport en fait, aux mouches, déjà en fait, on connaît plus ou moins la période et aussi les facteurs qui permettent d'avoir la mouche. Donc déjà, quand par exemple les pluies commencent, on sait que ce sont les moments où les mouches sortent plus facilement et commencent à piquer les fruits. Donc dans les usines, il y a des femmes en général, ou du moins majoritairement, qui sont là pour regarder chaque fruit. Donc il y a une table de contrôle où premièrement les fruits sont lavés et quand ça arrive devant cette dame, elles vont regarder ces fruits pour observer la piqûre. Et vu donc que ces femmes le font depuis très longtemps, déjà, elles sont assez habiles pour pouvoir déjà voir si les fruits sont piqués. Maintenant, aussi dans l'usine, il y a des agents phytosanitaires qui sont là avec des instruments qui permettent de pouvoir observer encore plus précisément le fruit afin de détecter s'il y a la piqûre. Donc, eux, ils ont l'obligation de devoir déjà bien regarder, de couper le fruit pour voir l'intérieur. Donc, cela, en fait, correspond plus ou moins aux techniques qu'on fait pour éviter la mouche à l'usine. Maintenant, au champ, les producteurs mettent des pièges pour déjà, en fait, capturer en fait, les mouches. Maintenant aussi, ils mettent d'autres produits qui permettent de pouvoir éliminer le plus possible. Et dans la mesure où une zone est fortement endommagée par les mouches, le gouvernement, en fait, souvent interdit de faire la récolte dans la zone-là, afin déjà de limiter vraiment les dégâts. Parce qu'il y a des zones qui sont sérieusement attaquées. Donc, il faudrait que le fournisseur sache où on les appelle les pisteurs, ceux qui vont récolter. Donc, il faudrait qu'ils sachent en fait les zones où les pisteurs vont récolter. Parce que, comment dire, il y a une carte qui permet de déterminer la zone où le produit a été récolté. Donc, on connaît les zones à éviter et avec la traçabilité, on parvient en fait à voir les zones qui sont infectées. Donc, c'est comme ça qu'on procède en fait pour pouvoir comprendre la mouche. Parce que la mouche, vraiment, elle est dangereuse. Lorsque on voit une piqûre de mouche dans un conteneur, tout est détruit. Bon, Joël, s'il te plaît, pour ceux qui nous écoutent, puisqu'il y a beaucoup qui ne sont pas du domaine, est-ce que tu peux d'abord expliquer c'est quoi cette mouche, quelles sont ses conséquences sur le plan sanitaire, parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici. Et puis, pourquoi est-ce qu'elle est si dangereuse? Pourquoi est-ce que le fait qu'elle ait piqué une seule mangue dans un conteneur, on ait besoin de détruire tout le conteneur? Donc, éclaire-nous la lanterne. Bon, en fait, la mouche est dangereuse parce que déjà, lorsqu'elle pique le fruit, à l'intérieur, elle pond des œufs. Donc, le danger, ce sont les larves. Les larves, en fait, vont se développer et vont, en fait, consommer tout l'intérieur du fruit. Du coup, en fait, le fruit va être vu comme pourri, en fait. Et l'Europe a peur de ça parce qu'ici, en fait, il n'y a pas les piqûres de mouche. Donc, il n'y a pas moyen de pouvoir contrôler, en fait, une infection de mouche ici. Donc, lorsque cela est vu, soit au port de départ, soit, en fait, ici à l'arrivée, directement, en fait, on va détruire. Et si, en fait, un seul fruit est attaqué, il est fort probable que tout le reste soit contaminé très rapidement. Donc, je ne sais pas trop si j'ai bien expliqué, mais c'est un peu ça. Le problème, ce sont les larves. D'accord. C'est déjà mieux qu'avant. On est plus sur ce que c'est qu'une piqûre de mouche et pourquoi est-ce que ça peut être dangereux. Donc, Victor, non. Si tu permets, je peux peut-être écrire sur Internet mangue piquée par une mouche et on pourra peut-être voir une photo. D'accord, on est dans un live, c'est pratique et puis ça dérange personne. Pourquoi pas? Oui, j'en profite pour dire que je suis un peu au courant de cette question sur les mangues parce que dans le cadre de nos transformations, on a eu à rencontrer ce problème de mangue piqué par les mouches avec effectivement des larves dedans.
Et surtout, on travaille depuis un an là, avec des partenaires israéliens pour déployer des zones sans garantie, sans mouche, d'abord sur la Côte d'Ivoire, et puis on espère après dans d'autres pays. Tu vois les images. C'est pas beau à voir. Je comprends exactement pourquoi est-ce que on ne doit pas laisser passer. Ça doit être dégueulasse aussi à manger. Donc, C'est très moche. la dégustation ne va pas être une bonne expérience. En tout cas, l'image parle mieux. Ouais. Donc, monsieur Nono, c'était complémentaire à l'information, mais c'était aussi une question. C'était complémentaire. D'accord. Après, j'avais une autre question que j'ai écrite là. C'était de savoir si ton fournisseur, c'est un producteur de mangue ou un centre de conditionnement ou un autre intermédiaire. Bon, moi, mon fournisseur, en fait, n'est pas producteur, mais mon fournisseur est, je pourrais dire comment, un gérant de coopérative. Parce que plusieurs entreprises ou plusieurs fournisseurs doivent faire les efforts d'avoir plusieurs producteurs qui vont en fait être associés à eux comme une coopérative. Parce que produire vraiment, il faut des hectares et des hectares. Donc, produire et conditionner en même temps, c'est compliqué. Donc, mon fournisseur, lui, vient avec l'usine, il vient avec les machines pour pouvoir, comment dire, nettoyer les fruits et les emballer comme il faut pour le marché international. Donc, c'est ainsi qu'il est structuré. Et apparemment, selon ce que tu as expliqué au départ, il a également un peu d'influence sur le terrain avec l'appui aux cultivateurs. Oui, bien sûr. En fait, il sait comment les champs fonctionnent. Donc, il se rend sur les champs pour voir si les fournisseurs font le travail. Parce que, comment dire, plusieurs fournisseurs sont des investisseurs qui vont mettre à disposition des cultivateurs des produits, par exemple, pour pouvoir mieux traiter les champs. Donc, eux aussi, ils ont l'obligation de devoir aller voir si le travail est bien fait. Lorsque on finit la récolte des mangues, il faut déjà en fait débarrasser le champ des mangues qui sont tombées au sol afin d'éviter que les moules continuent à piquer et ainsi proliférer en fait la contamination. Donc, ils vont aller assister pour voir si les champs sont nettoyés, si les mangues piquées sont peut-être mis dans un trou et fermés. Donc, pour eux aussi, c'est fondamental de pouvoir aller sur le terrain. Et aussi, lorsque on doit certifier un champ, le fournisseur est là pour en fait assister à l'audit. Donc, il doit être là pour que lorsqu'on dit ici il y a tel problème, qu'il puisse peut-être référencer la personne qui s'occupe de cela afin que cela soit remédié. Donc, ils sont obligés de connaître bien le fonctionnement du champ. D'accord. Monsieur Nono, d'autres questions? Qu'est-ce qui a justifié le choix de ces trois produits-là? Est-ce que c'est parce que c'est là où il y avait le plus de marché, le plus de marge, ou c'est arrivé comme ça? Non, pour moi, c'est plus la marge. Parce que sur la mangue, en fait, tu travailles 4-5 mois, tu te fais plus d'argent que celui qui fait l'ananas, par exemple. Parce que déjà, l'ananas, en fait, est un produit, c'est bien vrai que c'est disponible toute l'année, mais ce n'est pas un produit sur lequel tu peux réussir à te faire de très bons bénéfices. Maintenant aussi, l'ananas est un produit qui est très concurrencé par d'autres pays comme le Costa Rica. Eux, ils parviennent à fournir sur le marché des ananas qui sont énormes comme ça. Alors que nous, en Afrique, on fait plus du bio, mais très petit. Donc, le marché européen étant plus focalisé sur la coloration des fruits et sur leur grosseur. Par rapport à l'ananas, mon marché va être dessus très, très réduit. Donc, moi, je peux réussir à faire une opération de l'année. C'est pas très facile de pouvoir en fait, faire l'ananas. Mais la mangue, en fait, c'est un produit qui déjà se conserve beaucoup bien, beaucoup mieux que l'ananas. Donc, il peut voyager pendant 2 à 3 semaines, arriver sur le marché et encore rester 2, 3 à 1 mois. Donc, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois.
il est encore là, bien structuré. Mais l'ananas, si déjà tu as un transit time qui va à 20 jours, ça sera compliqué. D'accord. J'aurais pensé le contraire, hein. Ça doit prendre. Pardon? J'ai pensé que l'ananas tenait plus longtemps que la mangue. Pas du tout. L'ananas, en fait, avec beaucoup d'eau, beaucoup de sucre à l'intérieur, ça se dégrade très rapidement. Ok. Connaître aussi les températures de conservation de chaque fruit, c'est fondamental. Si tu travailles avec un fournisseur qui ne connaît pas ça, il te met le fruit à une température de peut-être, supposons, 15 degrés pour l'ananas ou la mangue. Les fruits vont arriver dégradés. Donc, il faudrait que tu sois sûr que ton fournisseur connaisse la température moyenne qu'il faut pour bien conserver. J'aimerais savoir, à moins que si M. Nono n'a pas fini, peut-être il peut finir sa question, mais j'ai une autre question. Merci. Okay. Qui a qualité pour certifier les plantations? Des organismes internationaux. Donc, vu que le marché majoritaire est l'Europe, il y a des structures ici en Europe qui sont spécialisées pour vraiment aller sur le terrain et pouvoir certifier les plantations. Cela dépendra en fait si, par exemple, le fournisseur fait des produits qui sont dits conventionnels ou des produits qui sont dits bio. Donc, en fonction en fait, de la branche sur laquelle le fournisseur est basé, il aura en fait des structures qui sont donc spécialisées pour ça. Donc, si on prend le cas du bio, par exemple, il y a Bio Écossais qui est français, je crois, et qui, en général, en Afrique, certifie plusieurs plantations. Pour les produits conventionnels, il y a le Global Gap, qui est le minimum qu'il faudra avoir pour pouvoir réussir à vendre sur le marché européen. J'ai encore une question là, concernant le Global Gap, là, justement. Est-ce que ça concerne tout type de produits? Je précise ma question, c'est parce que actuellement, nous accompagnons une coopérative qui fait dans la cola, dans la noix de cola, et qui n'a pas aucune certification. Et du coup, est-ce que ce Global Gap pourrait être un certificat à rechercher après nous? Bon, disons que tout dépend du marché. Parce que si vous faites venir les produits pour le marché communautaire, on va dire africain, ou du moins, ouais, pour vendre directement en fait, à nous africains, il n'y a aucune obligation d'être certifié. Aucune obligation. Par contre, si c'est pour vendre au supermarché, vos clients vous diront, mon marché en fait demande que j'ai le Global Gap, ou que j'ai le Fair Trade, ou que j'ai le Rainforest. Donc, c'est à partir en fait, du marché que vous voyez s'il faut certifier ou pas. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et la certification, c'est au coût de qui adosse les coûts de ces experts-là? Ben, généralement, c'est le fournisseur qui adosse les coûts. Donc, comme j'ai eu à le dire, le fournisseur fonctionne en coopérative. Il va en fait certifier les plantations de ses producteurs. Maintenant, dessus, il a la priorité pour devoir vendre sur le marché. Parce que certifier les plantations, quand même, c'est, prenons un intervalle entre 5 000 et 10 000 euros. Les producteurs, en général, en fait, n'ont pas soit l'argent, soit en fait, ils ne sont pas prêts à devoir investir comme ça en ayant encore à devoir dépenser sur les plantations. Donc, souvent, en fait, il faut que quelqu'un à côté vienne mettre de l'argent dessus et après, ça lui convainc tous les produits. Tout à l'air simple au départ, après, ça devient complexe. Plus on entre, plus on se rend compte que c'est un serpent de mer. C'est assez complexe, ce truc-là. Et on n'a pas parlé des incoterms. Tu as voulu apporter des détails après. Donc, C'est complexe. Ce n'est pas un truc que je peux. Bon, je ne sais pas si je peux pouvoir réussir à l'expliquer aujourd'hui parce que souvent, quand je le fais, je dois en fait définir une plantation vraiment adaptée afin que cela puisse être compris concrètement. Ça prend du temps parce que l'incoterm est fondamental.
D'une côté mal compris te fait faire des erreurs ou à la fin, tu vas te retrouver en train de dépenser beaucoup plus et peut-être ne pas être possible d'arriver à la fin de l'opération. Ok, puisqu'on est en thème culture, on ne va pas entrer dans les détails proprement dit, tu ne vas pas faire de calcul, bien de quoi que ce soit, mais je vois en toi quelqu'un qui a l'art d'exprimer, bien d'expliquer les choses assez compliquées en des thèmes encore plus simples qu'elles ne paraissent. Donc, je t'en prie de revenir plutôt sur cette question et de la balayer de façon rapide pour la culture, en fait. Quelqu'un va certainement pas utiliser ça pour se lancer, non. Mais il aura au moins les bases. Il saura que demain, en passant, je précise à ceux qui ne savent pas, Joël fait des formations. Donc, il n'a pas dit ça, mais en passant, il a introduit beaucoup de choses ici, mais il ne peut pas tout dire. Il fait des formations dans le domaine. Et ceux qui vont être accrochés pourront me contacter, ou pourront le contacter directement à partir du lien des QR codes qu'il a laissés sur son PowerPoint, sur sa présentation. Cela étant dit, il ne va donc pas tout balancer, mais il va quand même encore nous ramener au niveau des incoterms, parce qu'il a dit que c'est fondamental et les gens se disent, OK, il faut donc un peu mieux comprendre cela. Bon, les incoterms, comme je l'ai dit, c'est terme du commerce international. Donc, c'est un langage qu'il faudrait que toi, tu sois en accord avec. En fait, c'est un langage qui te fait être en bon terme avec ton fournisseur et ton client en même temps. Donc, là, on peut te dire, je veux les produits avec le terme S-Work, qui est celui-ci. Donc, il faudrait que le produit donc, soit prêt à l'usine du fournisseur. Et donc, toi aussi, tu pourras donc faire l'achat à ton fournisseur avec le même terme, peut-être S-Work. Et donc, ton fournisseur te donne un prix qui correspond à son usine. Donc, là, on pourrait te dire, je veux le terme CIF. Tu vois? Donc, le CIF, c'est que tu es payé, par exemple, quand le produit arrive au port de destination du client. Oui. Et le fournisseur, lui, peut te dire que lui, le CIF, il ne le fait pas. Donc, peut-être que le fournisseur, tu prendras en S-Work et tu devras peut-être trouver un moyen de faire arriver ici. Oui. Donc, plus en fait on progresse ainsi, plus tes charges augmentent. Plus aussi tu es responsable de beaucoup de choses en termes d'argent, en termes de documentation, en termes d'assurance. Tu vois? Donc, tout le monde fuit TDP. Parce que TDP, il faut que tu sois, il faut être capable de faire tout ce circuit et être payé à la fin. Le plus dur n'est pas d'être commercial, mais le plus dur est de supporter les fonds pour faire arriver le produit ici. Oui. Ça, en fait. Est-ce que je peux vous permettre d'apporter un complément très Joël? Joël, tu m'arrêtes. Ce export, de ce que j'avais compris, c'est que effectivement, donc, tu vends devant le produit au niveau de l'usine. Et donc, c'est le client qui se charge de venir récupérer la marchandise à l'usine pour l'emmener chez lui. Je n'ai pas très bien compris. Et avec l'Incoterm Export, c'est ton client qui se charge d'aller à l'usine récupérer la marchandise pour l'emmener dans son entrepôt. En effet. Mais vu que les clients, en général, ne connaissent pas comment fonctionnent les choses sur le terrain, il faut quand même aussi être capable de pouvoir mettre à sa disposition les éléments qui permettront que lui puisse juste payer. Donc, tu peux en fait vendre à ton client en S-Work, mais quand même, toi, tu connais les transitaires qui vont lui fournir une cotation afin que lui, il paye uniquement l'argent et le produit arrive chez lui. Et d'accord. Et dans ce cas-là, il va payer l'argent directement. L'argent du transitaire, c'est lui qui le paye directement au transitaire. Exactement. Ton travail finit en fait à l'usine. Son produit est emballé, prêt, et puis
théoriquement, ça finit, mais tu as dit pour faire bonne impression, tu cherches également le transitaire, tu négocies le prix et tu lui dis, monsieur, voilà, ça coûte telle somme. Il paye et le transitaire conduit sa marchandise jusqu'à destination. Théoriquement, ouais, c'est comme ça. Mais dans la pratique, bon, moi, personnellement, toujours quand le produit arrive à l'usine, j'y vais même chez peu. Peu importe un peu tous les côtés avec lesquels on a travaillé, j'y vais sur le terrain pour voir comment c'est. OK. Ça, c'est pour construire une relation solide. C'est maintenant stratégique. Le but est de travailler à long terme. C'est pas juste de faire l'opération. Donc, c'est fondamental. OK. Bon, je pense que la même logique suit. Ça veut dire que quand tu prends un FBO, tu conduis le produit jusqu'au port de destination et ton travail s'arrête. Tu as dit quoi? FOB? FOB, je veux dire. Ouais. Donc, à ce niveau, il faut que le produit soit chargé sur le conteneur, sur le navire, pardon. Au port de départ. Au port de départ. Pas de destination. Pas jusqu'à jusqu'à destination, ce n'est plus ton truc. C'est juste chargé au point de départ et puis c'est fini. Ouais. Là, c'est fini. C'est fini en théorie. Mais quand le port de départ. Pour bien comprendre ça, quand on dit c'est fini, ça veut dire tu es payé et peu importe ce qui se passe après ou bien. Ouais, partiellement. Maintenant aussi, le paiement, c'est autre chose. Parce qu'il y a l'Incoterm, mais il y a aussi les termes de paiement. Parfois, vous pouvez négocier à être payé, peut-être on va dire quoi, 70% avant l'opération, 30 après, ou 70% avant l'opération, 30 à l'arrivée. Donc, le paiement devient autre chose. Là, en fait, l'Incoterm est beaucoup plus par rapport à la responsabilité que tu as. Où est-ce que tu n'as pas fini et où est-ce que le problème commence. Tu vois. Mais le paiement, ça devient vraiment un contrat entre vous deux. Que cela, toi, tu définis quand tu fournis la proforma à ton client. Donc, lui, avant de signer, il va tout lire cela, il va être d'accord si les termes de paiement correspondent à ce qu'il veut. Ok, ça fait sens. Et sûr que logiquement, ça doit être quand même lié à l'Incoterm, mais ça peut pas être dissocié. Ça peut être dissocié. Ça peut être totalement dissocié. Disons que, comme tu as dit au début, ce n'est pas évident d'avoir une confiance du client pour, par exemple, avoir une avance. Donc, en travaillant avec le client, par exemple, en escort, tu seras peut-être obligé de devoir mettre toi tous les fonds. Pourtant, moi, actuellement, si pour travailler avec le client, même s'il faut travailler en escort, lui, déjà, il fera une avance avant cela. Tu vois, non? Donc, Oui. ça, c'est pas forcément lié à l'Incoterm pour le paiement, mais aussi c'est un rapport. Tout dépend vraiment de vos corrélations. Mais si Joël, les questions ne pleuvent plus dans le chat. OK. Je ne sais pas, on va tendre déjà vers le mot de fin. Le live était vraiment assez concis, précis. Et tu répondais sans hésiter, donc on n'a pas eu à beaucoup tirer les questions. On va prendre un cas simple. Il y a parmi nous les gens qui veulent se lancer, qui veulent faire du business. Certains n'ont même pas encore défini ce qu'ils veulent faire. D'autres ont une idée, mais hésitent de se lancer. C'est surtout à ceux-là que je veux que tu t'adresses. S'il arrive que ton live n'est touché, qu'ils disent que voilà ce que je cherchais, qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est un peu difficile, hein? Mais je vais parler en fait avec mon esprit de débutant, ce que je voulais savoir avant de commencer. Donc, je voudrais que les gens s'enlèvent de la tête l'idée que c'est d'abord déjà facile et que c'est un truc que tu peux faire comme travail passif au début. Actuellement, je t'ai dit que je suis étudiant, donc je parviens à le faire en même temps que je pars à l'école parce que vraiment, j'ai déjà brûlé 3 ans d'expérience pratique. Mais quand j'ai fini, par exemple, mon parcours de licence, j'ai eu à travailler pendant 4 ans.
Et durant ces 4 ans, j'ai eu à essayer de faire le business et le travail pendant 2 ans en même temps. À la fin, je me suis brûlé et j'ai dû laisser le travail. Donc, je me suis licencié afin de me mettre vraiment en full-time dans ce business. Donc, celui qui veut se lancer, il pourrait avoir la chance qu'à distance, il parvienne vraiment à faire une première opération, une deuxième, ça se passe bien. Mais c'est très rare. Parce que vraiment, le fondamental dans ça, c'est la relation humaine que tu as avec ton fournisseur et ton client. Il faudrait être capable de pouvoir assister aux différents événements où il y a ces acteurs qui sont là pour créer du réseau. Si tu travailles full-time et que tu n'as pas du temps ou un jour férié pour aller à ces événements, ça sera dur pour toi de pouvoir fidéliser un client au téléphone, un client que tu n'as jamais vu, un fournisseur que tu ne connais pas, que vous ne connaissez pas. Ça sera un peu difficile de vraiment travailler ensemble et arriver à une conclusion. Donc, ça, c'est pour les gens qui peuvent se dégager du temps au départ pour vraiment assister aux événements, aller sur le terrain, rencontrer les clients, avant de bien travailler. Donc, c'est un peu ça. Moi, au début, je pensais que vraiment, c'était un peu comme le dropshipping que tu peux faire dans chez toi et comme ça passe rapidement, mais en pratique, c'est totalement différent. Je ne voudrais pas que quelqu'un en fait, vienne vers moi avec une désillusion qu'il va réussir en fait, à se faire beaucoup d'argent en si peu de temps et en restant chez lui. Celui qui va m'écrire, il faut qu'il sache quand même qu'il a beaucoup à travailler. Déjà, travailler sur la confiance pour aller vers les clients, à accepter, être refusé. Parce que moi, j'ai eu à faire tous les marchés de l'Italie pour rencontrer les grossistes. Et c'est pas évident d'avoir, en fait, d'être même considéré au début. Donc, il faut parfois insister avec un client 1 an, 2 ans avant de pouvoir, avant qu'ils disent que essayons, avant de voir. Donc, quand tu as ta première chance, il faut en fait bien la saisir. Sinon, ça sera dur de pouvoir encore essayer une deuxième fois. Donc, il y a d'abord ça. Encore dit quoi d'autre? Bon, je pense que c'est un peu ça. Et du moins, c'est pas un truc dans lequel on vient avec des idées que c'est facile. Déjà, je pense que j'ai aussi eu à donner combien il faut pour se lancer. Et les modalités financières, tu avais déjà partagé. Ouais. Plusieurs aussi ont eu à dire, par exemple, que parce qu'il y a plusieurs formateurs qui vous diront qu'avec 500 euros, avec 1000 euros, vous pouvez commencer. Moi, je dis que c'est faux. Avec 500 euros, 1000 euros, tu ne vas rien faire. Un conteneur, en fait, intégralement, peut coûter dans les 30 000 euros. Donc, si par exemple, en Nicotème, tu n'as pas compris celui sur lequel ton client veut travailler et il te dit peut-être des DDP, tu dis oui. Et toi, ton fonds de commerce, c'est 5 000 euros, 10 000 euros, tu ne vas rien faire. Donc, il faut comprendre cela. Et avant vraiment de se lancer dans le domaine. D'où l'important de se former. Je vais encore revenir, même quand tu ne veux pas parler de ça, je reviens dessus. Tu es dans un domaine où je pense que la formation est primordiale et importante. On parle de beaucoup d'argent et c'est pas bien de se lancer à ce niveau-là dans l'aveuglette. Et revenons au niveau de la formation. Si tu veux former donc ces nouveaux, les gens qui sont intéressés, quels sont les modules? Tu fais comment? Ça se présente comment? Bon, les modules, j'ai des modules qui sont déjà en fait en ligne que je peux directement envoyer à la personne et elle suit. Donc, il y en a 6 modules en fonction des différents points, que ce soit en fait comment faire la recherche des fournisseurs, comment en fait comprendre concrètement les Nicotème, quels sont les fois auxquels il faut assister et comment se préparer pour y aller. La logistique, quelles sont les entreprises avec lesquelles je travaille dans différents pays, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Sénégal, donc pouvoir en fait les contacter. Aussi, les clients, comment se préparer pour aller en fait rencontrer un client. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir au préalable sur le produit, sur le transport, sur tout. Et aussi les documents qu'il faudrait en fait envoyer à ses clients. Comment est-ce qu'on réussit à faire un bon papier liste? Comment est-ce qu'on fait une bonne facture commerciale? Comment on fait une proforma? Comment est-ce qu'on obtient le certificat sanitaire, tout cela. Donc, c'est un truc que j'ai en fait déjà en vidéo, prête. Mais aussi, celui qui veut une interaction directe avec moi, on peut faire des meetings où aujourd'hui on parle de la séance 1, je l'explique en fait point par point.
avec qu'ils comprennent concrètement ce qu'il a fait, avec aussi plus ou moins des supports, comment dire, PDF qu'il pourra lire plus tard. Ou alors, si on fait une conférence comme ça ici, il peut avoir l'enregistrement qui va suivre plus tard, s'il le veut. Donc, c'est comme ça que je fais. C'était important. Bon. Nono, toi la parole, vous voulez dire quelque chose? Oui, merci. En écoutant, je voudrais dire que ce n'est pas simple et que ça ne coûte pas que 500 euros. Que je voulais le féliciter encore parce que je lui demander ce qu'il pense des gens qui aujourd'hui sur Internet vendent le dropshipping de matières premières africaines en disant qu'il suffit d'avoir un ordinateur et un accès à Internet et puis, bien sûr, d'acheter leur formation à 3 000 euros de suivre leur formation à 3 000 euros pour pouvoir obtenir des centaines de milliers d'euros de commandes. Qu'est-ce qu'il pense? Voilà, déjà, je le remercie et puis lui demander ce qu'il pense de ces affirmations-là que l'on voit aujourd'hui sur Internet. Bon, sincèrement, je pense que c'est mauvais. Déjà, moi, personnellement, en fait, souvent quand je suis écrit par mes frères en Afrique, j'évite même d'abord en fait, de parler de la formation ou même de leur vendre la formation. Parce que c'est d'abord qu'ils n'ont pas les fonds pour commencer. Maintenant, ici en Europe, lorsqu'une personne aussi m'écrit pour la formation, je prends souvent le temps, au moins c'est peut-être 1 heure pour poser à la personne et comprendre si cette personne vraiment est disposée à pouvoir le faire. Parce que tu es étudiant, première année, deuxième année en Europe, tu as fait un travail et comme ça, tu veux commencer l'import-export. C'est peut-être possible, mais quand même, souvent, il prend le temps pour comprendre combien tu as comme fonds pour démarrer. Ou du moins, tu veux actuellement savoir l'information pour commencer dans 1 an ou dans 2 ans. Parce que plusieurs vont faire comme ça, proposer des formations à 3 000 euros. Ils te disent que tu peux commencer avec 500 euros, mais quand tu prends la formation, déjà qu'à l'intérieur, il n'y a pas vraiment de contenu. Mais après, si tu vois qu'en réalité, tu ne peux rien avec 500 euros. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est hyper mauvais, très mauvais même. Donc, le plus souvent, j'évite même de parler de formation aux gens parce que non seulement d'abord, elle coûte cher, mais après, si tu prends la formation et tu ne fais rien par la suite, ça ne sert à rien en fait. Donc, je crois. Merci. Il y a un rituel, j'ai carrément oublié parce que c'était trop intéressant d'échanger avec toi. J'ai toujours souvent aimé qu'au milieu du live, tu te présentes encore aux gens qui nous ont rejoints après quelques minutes parce que tu l'as fait au départ. Mais fais-le au moins à la fin pour ceux qui venaient de nous rejoindre. Qui es-tu et dans quoi est-ce que tu fais? Bon, moi, je suis Joël Kanté. Je suis Camerounais résident en Italie depuis déjà pratiquement 7 ans. Donc, j'ai un premier parcours, en fait, dans le domaine de sciences et technologies agricoles à Bologne pour la licence. Et actuellement, je suis en train de faire un master en transition écologique à Brescia. Donc, mon business, en fait, consiste à importer les fruits, la mangue, l'avocat et l'ananas, mais plus focus sur la mangue. Et les origines sont en fait la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal, le Gabon. Donc, cela, je le fais pour en fait vendre sur les marchés européens, dont majoritairement, pour le moment, je vends plus en Italie. Mais les grands marchés sont en fait, par exemple, la Hollande et la France. Donc, c'est ce que je fais plus ou moins. Et aussi à côté, parfois, je fais les fruits séchés, donc la mangue séchée, ananas séché et coco séché également. Visitez son site internet, le voilà. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Voilà. Le mot de fin, peut-être. Qu'est-ce que tu as à dire à la fin? Quel est ton mot de fin? Si on devait retenir 2, 3 choses de Joël, qu'est-ce qu'on devait retenir ce soir? Ben, par rapport à l'import-export, ce n'est pas du dropshipping, ce n'est pas un truc qui se fait à la légère et ce n'est pas un truc avec 500 euros peut commencer. Donc, celui qui a un fonds conséquent, disons de 10 000 euros par exemple, doit prendre le temps peut-être de se former, de faire une bonne formation
et aussi être disposé à pouvoir rencontrer les acteurs de son business afin de vraiment être sûr qu'il travaille avec des personnes qui sont qualifiées. Donc, en termes de mots de fin, je ne suis pas très bon à parler ou à avoir de bons discours, donc je vais me limiter là. Bon, tu es assez professionnel, tu dis ce qu'il faut dire, tu restes sur l'essentiel et puis est-ce qu'on attend mieux que ça? Merci vraiment, merci pour ton temps. Et les gens vont revoir ça en rediffusion, ils vont certainement essayer de te contacter d'une façon ou d'une autre. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Vous êtes sur Diaspora Business, le réseau d'entrepreneurs afro qui ont décidé de faire les choses différemment, de se mettre ensemble et de partager leurs expériences, de grandir ensemble, car c'est ensemble qu'on est fort. On te dit non, merci encore. Merci à Victor Nono, tu es l'un des membres assez actifs de notre communauté. Nous ne saurons te remercier assez. Merci pour ton intervention en direct dans ce live. On se retrouve dimanche prochain pour un second live. Et bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Merci.